Bonsoir à tous et toutes, j'espère que tout va bien. Alors navré pour ce très léger retard aujourd'hui, j'en ai un petit peu compliqué. Donc les cours du soir c'est quoi? Eh bien c'est très simple, c'est une soirée qui a pour but de présenter des courts-métrages que vous n'avez logiquement jamais vus. Pour récapituler un petit peu comment ça va se passer, pour l'instant je vous présente les choses et après je vous rassure c'est beaucoup moins moi qui vais parler, mais plus mes invités. Donc nous allons diffuser le premier film, suivi d'un entretien avec la réalisatrice, puis on passera au deuxième film, suivi d'un entretien avec la réalisatrice, puis nous passerons au troisième film, suivi d'un entretien avec le réalisateur et son co-réalisateur, si j'ai bien compris l'histoire. Donc nous allons maintenant accueillir la réalisatrice de ce film. Donc Marion, je vais te laisser t'introduire et te présenter, en fait, nous expliquer un petit peu bien qui tu es et nous parler un petit peu de ton projet. Et après ça, je vais te harceler de questions. Bonsoir, donc je m'appelle Marion Cava. J'ai pour l'instant réalisé 2 courts-métrages. Un qui s'appelait Les temps modernes, que j'ai réalisé l'année dernière, co-réalisé avec des amis. Et cette année, du coup, je me suis lancée dans mon premier court-métrage seul, donc, que vous venez de voir. Et c'est mon petit parcours là pour l'instant, et j'ai d'autres projets qui attendent et qui sont en route, mais j'ai pas grand chose à dire en termes de filmographie. Bah, écoute, Voilà. deux films, c'est déjà pas mal, mine de rien. Hum. Ouais. Puis en plus, là, c'est ton premier film. Et puis, je vois déjà des commentaires qui disent bon courage pour la suite, c'est prometteur. Donc, comme quoi. Ah, bah, merci beaucoup. Et Merci. d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, parce que moi je vais poser les miennes, mais si vous en aviez aussi de vos côtés, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton tournage. Donc déjà, pour parler plus globalement du film en soi, est-ce que tu peux revenir sur ton idée, sur ce que tu voulais raconter avec ce film? Alors oui, déjà en fait, ça revenait aussi par rapport au premier film que j'avais réalisé, du coup, qui s'appelait Les temps modernes, qui était très engagé. Et là, pour mon premier film un peu seul, j'avais envie de retourner vraiment dans l'idée du cinéma que j'aime, vraiment, où il n'y a pas forcément, où je prends pas parti voilà, d'une cause en particulier, faire raconter une histoire simple et qui me touchait particulièrement. Donc là, le scénario a été écrit donc pendant le confinement d'octobre et j'ai eu du coup l'idée donc de faire un film sur un homme qui avait une vie assez compliquée, assez difficile par son travail, par les nuisances sonores, par l'indifférence de ses collègues vis-à-vis de lui. Et le soir, il rentrait chez lui et c'est à ce moment-là qu'il retrouve un petit peu la joie de vivre. Et, euh, et je trouvais ça assez important parce qu'il y a des moments où je pense ça m'est arrivé, ça c'est sûr, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens voilà, d'avoir une vie assez calme mais pas forcément excitante, d'être un peu déprimé. Et je trouvais ça important de relever qu'il y a toujours peut-être 5% dans une journée qui permettait voilà, de nous relancer et d'apprécier qu'on a la vie qu'on a en ce moment. Et en période de confinement, je trouvais ça encore plus important d'en parler. Ok, et justement, pourquoi, vu que tu dis que ça t'a été inspiré par le confinement notamment, est-ce que t'as pensé un moment à le spatialiser justement pendant cette période de confinement? Le spatialisé, alors je suis désolée, mais En gros, faire en sorte que le film se passe pendant justement un confinement, parce que là au final on est hors confinement dans ton film, mais comme ça t'a été inspiré par cette période, est-ce qu'à un moment tu t'es dit que t'allais le tourner justement pendant cette période? non, parce qu'en fait, c'est pas à cause du confinement. En fait, j'ai juste trouvé que le confinement, ça nous relevait, ça nous remettait face à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se retrouver seul, de se retrouver sans façon. Bon, si on peut encore communiquer, parce qu'on est quand même au 21e siècle et que voilà, les réseaux, tout ça nous permettait de garder des liens. Mais je trouvais que c'était assez compliqué pour beaucoup d'entre nous de se retrouver tout seul. Et c'était pas le confinement qui faisait qu'on a du mal à vivre seul, c'est qu'on a dans la vie de tous les jours pas du tout l'habitude d'être seul et d'être dans le silence. Et justement, je trouvais ça assez pertinent de le mettre du coup dans sa vie quotidienne, dans des journées où il travaille, parce que
c'est mon point de vue, mais je pense que le silence, il nous faut des moments de silence, des moments de solitude. Et le confinement nous a aussi un petit peu offert ça. Et il y a beaucoup de gens qui en ont eu peur. Et je trouve ça assez dommage parce qu'on peut pas être constamment dans l'action, on peut pas être constamment faut être dans l'introspection. Et voilà. Et je trouvais que le fait de confiner le personnage, ça revenait à dire que les seuls moments de solitude, c'est des moments où on est obligé de l'être en fait. Ok. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport au silence, et notamment c'est vrai que ça se voit dans ton film, vu qu'il y a très peu de dialogue au final, on est souvent dans ce silence. Mais du coup, pourquoi avoir cassé le silence des dialogues à ce moment où justement il est entre guillemets heureux avec sa fille, si ton message va un petit peu à l'inverse de dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce silence? Alors en fait, au tout début, le jeu devait se faire uniquement du coup dans le silence. Mhm. Et donc c'est mon fils qui tourne dedans. Mais c'était assez compliqué c'est pas un acteur, donc Ouais. on a fait un peu comme on a pu. Et c'est vrai que finalement on s'est dit bon, on va laisser la caméra tourner, on va arrêter de le stresser, de dire faut pas faire de bruit. Donc tous les sons qui sortent, c'est des sons qui sont naturels. Il a sorti un peu pris par le jeu, mais et après c'est vrai que ça casse le silence, mais il y a toujours pas de dialogue vraiment. Il y a des petites phrases qui sortent un peu comme ça, mais c'était la spontanéité de mon petit garçon, mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue non plus à la fin. Ok, très bien. Alors, je vais prendre une question du chat. J'ai Clem qui demande pourquoi ce titre, du coup, d'or? Et est-ce que c'est une façon de faire un parallèle avec la modeste vie qu'ont les personnages? Alors, ça c'est toute la question? Oui, tout à fait. Elle est en deux questions, je suis désolée, mais en fait Oui, j'ai eu du mal à faire un truc. pas de souci. Alors, Oui, c'est en deux questions. En gros, c'est pourquoi ce titre? ah oui, parce que on dit que le silence est d'or. Et comme je voulais avoir comme premier rôle le silence, bah du coup c'était un peu une façon de lui rendre hommage. Donc il s'appelait Dor. Ok. Et aussi bah, pour la fin, qui est quand même précieux, enfin qui est pour moi un moment très précieux dans nos vies. Et voilà, qui sont similaires un peu à des petites pépites. Voilà, petites pépites d'or. Très bien. Par rapport à l'image de ton film, alors ton film a été en 2,35. Est-ce que c'est un format que tu as choisi toi dès le départ? Tu savais que tu voulais tourner avec ce format d'image? Ou est-ce que ça s'est fait parce que tu trouvais que ça rendait mieux? Enfin, qu'est-ce que ton format raconte selon toi? Alors, au début, j'avais pas du tout d'idée de format. Je me suis dit, bon, pour l'instant, on va avoir. On va partir sur un plein format. J'avais pas trop d'idées, mais j'avais discuté du coup avec le chef opérateur, donc Tom Durand, qui m'a conseillé ce format-là et je regrette pas parce que c'est vrai que en fait c'est le bus. C'est le bus qui nous a fait choisir ce format parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose d'assez long, quelque chose d'assez voilà, qui nous permettait d'avoir une image à la fois très complète dans la largeur, mais je n'avais pas forcément besoin d'auteur dans mon film. Du coup, il m'a conseillé ce format-là et voilà, c'était un conseil qu'il m'a donné et j'en suis très contente. Ok, bah c'est vrai que ça rend très très bien et en plus c'est parfait parce que tu fais les transitions à ma place. Parce que la question suivante que pose Verte mais aussi Bleu dans le chat était justement par rapport à ce bus qui a l'air très ancien et comment bah du coup tu t'es trouvé enfin comment tu t'es débrouillé pour trouver un bus qui est cette gueule-là? Alors, donc le tournage s'est fait en Bretagne. Mhm. Que j'ai regardé donc pour toutes les équipes et tout. Et donc dans le scénario, il y avait un bus. Et le film devait se dérouler dans les années 60. Donc il me fallait un bus qui puisse correspondre du coup à cette période-là. Et j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur une entreprise qui s'appelle Orin Transport, si jamais vous en avez besoin. Donc Orin, O-R-A-I-N. Et en fait, c'est une entreprise de transport qui a vu le jour dans les années 30. Et ils ont eu l'intelligence en fait de garder un modèle de chaque époque. Et donc ils l'entretiennent ils entretiennent chaque modèle et maintenant ils s'en servent pour des tournages, pour des mariages aussi, si jamais vous cherchez. Mais voilà, donc ils ont des bus depuis les années 30 et jusqu'à aujourd'hui. Ok.
Et le tournage en Bretagne, ça s'est fait parce que tu vis dans la région ou c'était juste parce que cette région-là te plaisait pour ce film en particulier? Alors, la région me plaisait, le film correspondait bien un peu à cette ambiance. Et puis, c'était en période de juste sortie de confinement. On l'a tourné en janvier. Du coup, il me fallait des autorisations, des choses comme ça. Et je sais que les Bretons, ils sont assez cool là-dessus. Et surtout, la maison, en fait, c'était la maison de la famille de mon copain. Donc, c'était vrai que c'était pratique d'avoir aussi un lieu de tournage pour tourner. Pour Ouais. même, c'était aussi là où on logeait toute l'équipe. Donc, sans ça, on n'aurait pas pu forcément tourner le film. Parce qu'il est autoproduit, donc j'aurais pas pu héberger tout le monde, j'aurais pas pu C'est sûr. faire plein de choses. Donc, voilà. Et je remarque d'ailleurs en parlant d'équipe, on reviendra sur les autres membres juste après, mais ton acteur principal, si je dis pas de bêtises, c'est également celui qui joue dans Au service de la France. Oui. Voilà. Et du coup, la question se pose souvent quand on a des acteurs comme ça qui viennent de séries ou films un peu plus connus. Bah, comment ça s'est passé pour que tu le convainques à venir dans ce projet-là? Enfin, est-ce que c'est un choix que tu avais directement ou est-ce qu'il a répondu à un casting? Non, il n'a pas répondu à un casting. Je regardais du coup, donc le scénario, je l'ai écrit donc en octobre-novembre. Et à ce moment-là, en fait, je regardais Au service de la France et il y avait ce personnage donc incarné par Jean-Édouard Baudiac qui s'appelle l'agent Callot dans la série, qui était exceptionnel et je le trouvais à la fois discret, très juste dans sa façon de jouer et je me suis dit mais il correspond en plus à l'âge, il correspond à tout ce qu'il faudrait dans ce film-là. Donc je lui ai envoyé un message sur les réseaux avec le scénario en lui disant que voilà, j'aimerais beaucoup la voir et il a accepté 2 jours après, donc c'était 2 jours les plus longs, mais, euh, mais il a accepté à la fin, donc c'était vraiment génial et c'est un acteur et un comédien parce qu'il est plutôt sur les planches, il joue plutôt au théâtre et il est vraiment exceptionnel, donc franchement si un jour vous avez l'occasion de travailler avec lui, allez-y. Ok. Bah, c'est Ouais. vrai qu'il a cette force quand même d'avoir cette tête, parce que dans la série, il est plutôt le méchant, entre gros guillemets. Et c'est vrai Ouais. qu'il a un peu cette tête du mec blasé de la vie, donc qui marche très bien avec ta première partie de film. Et là où il est très fort, c'est que s'il a envie de faire des scènes émotions, il le fait aussi des fois dans la série. Il arrive très très bien à le faire et passer de l'un à l'autre, tout en gardant cette tête de personne fatiguée ou lassée de la vie. Et là-dessus, ça marche effectivement très très bien. Et Ouais. pour ce qui est de l'autre partie de ton équipe, du coup, tout ce que nous, on n'a pas spécialement vu, donc tout ce qui est chef opérateur, son, comment ça s'est passé? T'as trouvé des gens en Bretagne ou c'est des gens que t'as ramenés de Paris? Alors, je suis pas du tout de Paris, Ou ailleurs, c'est vrai. mais non, non, j'ai ramené personne. J'ai trouvé toute l'équipe en Bretagne directement. Et, euh, et les Bretons ont un super système que je n'ai pas vu pour l'instant ici. Ils ont un annuaire de films en Bretagne. Donc en fait, c'est sur Internet. Et ils répertorient du coup tous les contacts dans le cinéma. Donc même moi, je me suis inscrite en tant que réal. Donc si jamais quelqu'un a besoin de tourner un film en Bretagne, enfin il y a tout. Du coup j'ai regardé les noms, j'ai regardé ce qui a été fait avant, j'ai discuté avec beaucoup de gens et j'ai plus fait passer un casting du coup à mon équipe technique que Il y a tes acteurs, du coup. les acteurs. Ouais. Mais Et ben justement, c'est assez original ça quand même comme concept. Comment t'as fait pour faire passer, entre guillemets, un casting à ton équipe technique? ben en fait c'était beaucoup de discussions. J'avais pas de critères tout de suite sous la main, mais j'avais juste envie de discuter. J'avais envie de voir un petit peu le feeling qu'il y avait, la façon dont la personne s'appropriait le projet, s'il voyait que s'il comprenait mes idées, s'il les comprenait pas, ou s'il y avait voilà, j'avais besoin d'avoir quelque chose d'assez humain dans mon équipe et quand je voyais que ça pouvait pas forcément marcher. Je me disais, bon, peut-être une prochaine fois sur un autre projet, mais sur celui-là, c'est pas. Hmm. Voilà. Ok. Et ça a été combien de jours de tournage en tout? Alors, très court, ça a été 2 jours et demi, du dimanche au mardi, ouais, c'est ça. Dimanche après-midi, on a fini mardi à 13h. Bah non, ça fait 2 jours pile en fait. Oui, pardon. Et ouais, du coup, on a fini très très tard et on a commencé très tôt. On finissait vers 1h, 2h du matin.
Et on prenait à 6h du matin. Ok. Ah oui, bah justement pour ta scène de nuit, j'imagine. Ouais. La scène de nuit. D'ailleurs, il y a une scène du coup quand le personnage descend du bus où il commence à marcher pour rentrer chez lui. Donc ça, c'était la première scène qu'on voulait tourner avec le bus et on voulait le tourner très très tôt le matin. Et le bus est venu trop tôt. Et moi, mon téléphone était en silencieux et donc il savait pas où aller, donc il est venu jusqu'aux maisons où on habitait. Sauf qu'en fait, c'est des longères en Bretagne, donc c'est des maisons très basses. Et il était bloqué au niveau des 2 maisons, donc il a mis plus de 2 heures à repartir. Donc on a commencé notre scène très très tard, donc le soleil était, enfin le soleil si on peut appeler ça le soleil, mais le jour était déjà levé. Et donc ça c'est grâce à Denis Lepavin, le monteur, qui a réussi du coup à faire passer cette scène en plan de nuit. Voilà. Ok. Parce que du coup, Et c'est lui grâce qui à s'est chargé de l'étalonnage aussi dans ce cas? Ouais, Ok. ouais, il a fait l'étalonnage montage. Et comment ça s'est passé d'ailleurs pour ton étalonnage? Parce qu'au final, tu as un étalonnage qui, entre gros guillemets, est assez simple, assez homogène, mais qui marche pour le coup très très bien, qui fait ressortir vraiment les couleurs où il faut. Est-ce que tu lui as laissé la main sur là-dessus, ou est-ce que tu étais derrière lui pour lui dire un peu plus ce que tu avais comme intention? Alors je lui ai laissé faire des propositions, voir comment est-ce que lui ressentait la chose. Et après moi je lui ai fait mon retour et ensuite on a fait un espèce de pas d'entre-deux parce que c'est le pire, mais je veux dire on a coordonné ce qui allait bien dans les deux côtés et ça a donné cette image-là et franchement je suis super contente et je pense que Denis l'apprécie aussi donc Ok. voilà. Bah, Ouais. tant mieux. Bah, le principal, c'est que vous soyez tous les deux contents quand même à la sortie de ce projet, quoi. Bah oui, c'est vrai que c'est un projet, souvent on dit que c'est celui des réals. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est le projet d'un peu tout le monde. Après, c'est vrai que c'est le réal qui doit le porter un peu plus parce que bah lui, c'est le film d'une année. Ma maquilleuse, enfin la maquilleuse qui a été sur le tournage, elle a fait déjà, je sais pas, une vingtaine de tournages depuis qu'on s'est vu. Mais je trouve que c'est très important, voilà, d'avoir un retour de l'équipe, savoir comment est-ce qu'ils ont trouvé le tournage, de savoir comment est-ce s'ils sont contents du résultat. Et je trouve ça ouais, vraiment important parce que pour porter le projet, il faut que tout le monde soit derrière, je trouve. Mm. Donc voilà. Et tu as d'autres idées, du coup, tu disais, tu veux rester pour l'instant dans le court-métrage ou tu aimerais déjà te déporter vers de la série ou du long-métrage potentiellement? Long métrage plutôt. Ok. J'aimerais bien m'orienter vers le long métrage, mais on m'a conseillé déjà de faire un court métrage avec une prod, parce que c'est vrai que là, l'autoproduction, Ouais. bah, du coup, c'est un peu bancal pour tout le monde. Et du coup, gérer un projet avec une production derrière en court métrage, parce que ça reste quand même Mm. un- Encore une étape au-dessus, c'est-à-dire il y a l'autoproduction, puis la production pour du court-métrage, puis... Exactement. Ok. Et là, j'ai une idée de long métrage, mais pour l'instant, ça reste une idée qui n'est que dans ma tête pour l'instant. Donc voilà, mais que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il verra le jour Ok. dans les prochaines années. Bah écoute, je te le souhaite. Ah, je vois un commentaire qui dit c'est le réal qui choisit son équipe, mais le projet c'est le bébé de tout le générique. Alors, c'est joliment dit. Après, pour Mm. le coup, hélas, dès que tu passes sur du financement un peu plus élevé, c'est pas forcément le réalisateur qui choisit toute l'équipe non plus. Oui, ça, c'est un Mais peu ça, la c'est. partie qui me fait un peu peur, ouais. Ouais. Bah après, C'est en les- général, t'as le droit quand même d'avoir ton mot à dire sur les membres importants. Et puis après, c'est aussi là que tu fais ton choix aussi dans la production. Si une production Mm. commence à t'imposer toute son équipe, te dire qu'il faut que tu changes ton scénario et tout, des fois aussi c'est là qu'il faut refuser de travailler avec telle ou telle boîte, quoi. J'ai déjà eu des histoires comme ça de gens qui travaillaient avec des productions qui imposaient quelqu'un par exemple au son qui derrière au final avait oublié d'allumer la mixette, donc ça peut devenir un peu compliqué, quoi. Ouais. Alors j'ai une autre question. Est-ce que c'est pas difficile l'éloignement financement en autoproduction? Donc comme c'est toi qui payes, est-ce que c'était pas trop dur sur le tournage d'avoir aussi cet aspect sur les épaules de c'est mon argent qui est en train de partir? Est-ce que ça t'a pas mis une pression en plus? Si, si, et en même temps, j'ai trouvé ça bien de se rendre compte de comment il faut répartir l'argent, parce que c'est vrai que
Quand c'est une production, bah, je pense qu'on fait moins attention. C'est comme tout, quand c'est pas à nous, on fait pas trop attention. Donc là, il a fallu être assez raisonnable sur beaucoup de choses. Et en même temps, c'était hyper important pour moi de rémunérer l'équipe, parce que bah, s'ils ont fait tous un très très bon travail. Mais après, c'est vrai que c'est de l'argent que tu retrouveras plus. Parce que les courts-métrages, tu peux pas en faire grand-chose, Ouais. personne ne peut payer pour les voir. Donc c'est de l'argent qu'on reverra plus. Mais, mais je suis très contente d'avoir investi dans ce court-métrage. Et faut pas trop regarder avec regret l'argent qui s'en va. Mais après, voilà, c'est une somme qui aurait pu servir à acheter un autre truc pour quelqu'un d'autre qui m'aurait pas fait plaisir. Moi, je sais que ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que je pense que tu es peut-être un petit peu plus exigeant quand il s'agit de ton financement, de Mm. l'argent que tu as mis de côté. Voilà, ça reste quelque chose de plus fragile. Tu as envie qu'on respecte un peu plus. Mais c'est. Ouais. Non, je trouve que c'est bien aussi de se rendre compte aussi de la valeur d'un film. C'est sûr. Voilà. Alors, ah bah justement, j'ai une question qui dit pourquoi cette envie de faire des courts-métrages, justement. Alors moi, j'ai envie d'en faire des longs. Mais les courts-métrages, c'est un peu le pass pour plus tard faire un long, parce qu'un long-métrage, on peut pas l'autofinancer, par contre, c'est quasiment impossible. Et les producteurs, enfin les maisons de production ont besoin de voir ce que tu as fait avant, et c'est vrai que les courts-métrages, c'est ce qui donne un peu un avant-goût de ce que tu peux faire avec plus de budget, avec voilà, sur un format beaucoup plus long. Et j'en suis qu'au tout début. Donc là, les courts-métrages, c'est vraiment ce que je suis obligée d'un petit peu de faire pour l'instant. Mm. Mais je pense que pour le coup, la question, c'était plus d'où te vient cette envie de faire des films, de manière générale. Ah, parce que oui, d'accord, je me Mm. suis accrochée sur court-métrage. Du coup, je me suis dit pourquoi. Ok, des films. En vrai, j'ai pas vraiment de réponse. C'est juste que, je sais pas, je suis passionnée de cinéma, je suis passionnée de plein de choses. J'ai envie de raconter des. Je suis un peu une handicapée sentimentale et j'ai l'impression que dans les films, j'arrive à peu près à faire ressentir ce que je ressens. Mhm. Pas évident tous les jours de le faire avec mes relations, mes amis, mais je suis un peu une handicapée sentimentale et je sais pas, j'ai l'impression qu'à travers les films, j'arrive à peu près à m'exprimer. Donc voilà, je sais pas vraiment pourquoi, j'aime juste le cinéma. Bah, c'est une très bonne Voilà. réponse en soi. Voilà. Et on demande également si tu as fait des écoles d'audiovisuel ou si tu t'es lancé uniquement par passion. Non, alors j'ai fait un an. Je suis allée directement en master 1. À Paris, par contre, euh, c'était Paris 8 peut-être? Non? c'était à l'INSEC, donc c'est Ah, pas du tout une très école bien. de cinéma. Moi, j'avais besoin de faire une école de cinéma surtout pour me familiariser avec les autres métiers, pour pouvoir parler avec pour pouvoir parler avec l'ingé son et comprendre de quoi il me parle. Le chef opérateur, s'il me parle de format, bah, je suis capable de lui répondre quelque chose. Mm. L'école en elle-même m'a pas énormément servi dans ma créativité, mais juste plutôt dans la communication que dans les termes, dans beaucoup de choses vis-à-vis des autres métiers avec lesquels je dois travailler. Mais sinon, ouais, j'ai fait qu'un an. Ok. Bah écoute, je vais en arriver à deux questions que je pose à tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices qui passent dans cette émission, parce que je trouve qu'on apprend toujours des choses assez intéressantes. La première étant, quelle est selon toi la chose dont tu es le plus fier par rapport à ce film? À titre purement personnel, hein, pour le coup. Et ben, qu'il existait en fait. Vraiment, je me suis remise en question tellement de fois. Je me suis dit, je vais pas le faire. Après, je me suis dit, bah, est-ce que c'est intelligent de, bah, justement, de placer mon argent là maintenant? Est-ce que Et du coup, je me suis posé un milliard de questions et franchement, après, en plus, avec un peu la démotivation de l'hiver et tout ce qui arrive quand on est en octobre, novembre, décembre. Et franchement, bah, qu'il ait vu le jour, j'ai pas cru pendant très longtemps. Donc, je pense que c'est la chose pour laquelle je suis le plus fière. Et aussi, pardon, euh, j'étais très fière aussi bah, de la discipline de mon fils sur ce film. Et franchement,
le résultat, il s'en rend pas compte, je pense. Mais pour moi, le résultat est mieux que ce que je pensais à la base. Ok. Et je trouve qu'il était exceptionnel dans ce moment-là. Voilà. Bah, c'est très très bonne réponse. Et alors, avant de passer à l'autre question que j'aime bien poser également, j'aimerais en poser une un petit peu entre deux que je pose de temps en temps. Quelle est selon toi l'originalité de ton film? Ce que je veux dire par là, c'est quand tu as écrit ton scénario, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, ce film-là, il faut que je le fasse parce qu'il va être unique à sa manière. Qu'est-ce qui, selon toi, rend ton film unique, en gros? C'est ce que je disais un peu au tout début, c'est que je trouve que c'est un film qui se détache un petit peu de la tendance actuelle de défendre absolument une cause, où au final, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup du cinéma en tant que tel, de l'art en tant que tel, et qu'il faut absolument voilà, être dans les sujets qui font un peu jaser en ce moment, et je trouve que parfois c'est dommage. C'est un peu dommage, et je trouve que ouais, j'avais besoin de raconter quelque chose qui racontait rien et beaucoup de choses en même temps, Ok. et sans donner mon point de vue particulièrement sur un sujet. Voilà. Ok, Je pense ouais, que c'est une c'est très un bonne peu la réponse. différence. Et c'est vrai que je te rejoins. C'est vrai que c'est un petit peu le fléau, notamment des festivals de ces dernières années où on a l'impression qu'ils cherchent plus une tendance et un sujet plutôt que des films en particulier. Et c'est un petit peu dommage. En tout cas, Kémy Salium confirme dans le chat que ton fils était magique dans le film. Donc voilà, Merci beaucoup. c'est un ressenti des spectateurs également. Bon, Et bah, du génial, coup, à merci. l'inverse de la première question que je t'ai posée, quel est Oui. selon toi un défaut de ton film? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment maintenant que tu l'as terminé? Ouais, alors c'est les scènes les scènes de travail, je trouve qu'elles ont été un peu. En vrai, je regarde avec du recul, elles n'ont pas été bâclées parce que c'est vrai qu'il manquait beaucoup de temps. Donc, on a fait comme on a pu, mais je trouve que le résultat on ressent pas assez la fatigue, on ressent pas assez la difficulté de la tâche, et je pense qu'on aurait gagné à s'y attarder un petit peu plus. Mais en vrai, là c'est facile à dire maintenant que je vois le résultat, mais quand Ouais. je me souviens du nombre de jours qu'on avait, du déplacement qu'il fallait faire, tout le matériel et tout, je pense qu'on n'aurait pas vraiment pu faire mieux, mais c'est vrai qu'un jour de tournage en plus, ça aurait été bénéfique Ok. pour cette là. Je trouve que ouais. Ok. Et est-ce que tu as l'impression peut-être que cette scène, il te manquait peut-être aussi, est-ce que tu parles du temps, mais il te manquait peut-être aussi le budget? Parce qu'en soi, c'est vrai que faire des plans d'usine, si t'as pas vraiment accès à une grosse usine, c'est aussi compliqué. C'est peut-être ça aussi qui t'a peut-être un peu handicapé pour cette scène-là en particulier, quoi. Bah là on a tourné dans un garage. C'est un garagiste super sympa qui nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il nous laissait le hangar. Donc on a travaillé dedans. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même ouais, tout l'établi à refaire, parce que pareil, ça c'était un temps Mm. sur l'emploi du temps que j'avais pas géré, mais bah, il faut virer tous les produits qui datent pas des années 40, fin des années 60. Enfin, c'est plein de choses. Et au final, après, on se retrouve à se dire, bon, bah merde, il nous reste 4 heures pour tourner. Ok, bon, bah voilà. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de figurants aussi, pour faire vraiment un espèce de groupon de travail avec plusieurs établis, avec plusieurs choses. C'est vrai qu'une vraie usine aurait été plus pratique quand même, parce Ouais. que là, on avait qu'un Mais, seul établi. mais effectivement, c'est plus le même budget, là, du coup. Non, même un jour de tournage, c'est un tiers du budget Ouais. plus quoi. Donc Et j'ai une dernière question qui provient oui. du chat, qui aimerait savoir, du coup, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé de ce sujet-là, si tu pouvais donner une fourchette de prix de ce qui a coûté justement un court-métrage comme celui-ci. Une fourchette. Bon, en soi, je peux vous donner le prix le plus près. Hein. Il me semble que c'était entre 5 000 et 6 000 euros. Ok. Donc voilà. Mais en sachant que il y avait pas le garage à louer, il n'y avait pas la maison, enfin le logement pour l'équipe à gérer aussi. Donc j'ai eu un peu de chance aussi là-dessus, c'est qu'il y a eu des choses que j'ai enlevées
de mon budget. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, entre 5 000 et 6 000 euros. Ok, Voilà. bah, très bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions et puis Ouais, d'avoir merci de m'avoir participé posé. et présenté ton film. Mm. Bah, j'étais super contente. Merci d'avoir posé des questions intéressantes aussi. Bah, c'est le but. Et puis voilà, bah, j'ai hâte de voir aussi les autres courts-métrages qui arrivent. Ok. Bah écoute, je t'invite à rester et à poser des questions dans les commentaires si tu en as. Et avant que je ne te libère, je me dois quand même de te poser la question de savoir si j'ai le droit de rediffuser l'entretien qu'on vient Ah oui, d'avoir ou pas. oui, 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 c'est possible. Ok, et bah c'est super. Bah écoute, merci à toi. Et puis bah je te souhaite Merci beaucoup. une agréable soirée et on va donc passer au second film. Bonne soirée. Bonne Merci beaucoup. soirée. Nous allons maintenant accueillir la réalisatrice de ce film, donc Anne. Bah écoute, Anne Bénédicte. Anne Benedict, je vais te Ouais. laisser te présenter et nous présenter un petit peu ton projet. D'accord. Bah, écoutez, donc, je suis Anne Bénédicte Réboa, auteure, réalisatrice. Et c'est mon deuxième court-métrage qui est donc hors d'œuvre. Le premier, c'était en noir et blanc, encore un autre exercice. Et que dire d'autre? Voilà, enfin après l'histoire de ce court-métrage-là, ça part du livre d'Éric Reinhardt qui s'appelle L'homme des. En fait, un livre dans lequel le protagoniste choisit toutes ses actions et les plus grandes décisions en tirant et en jouant au dé. Donc, il m'est venu l'idée de faire un petit court-métrage là-dessus et voilà, de rentrer dans une vie ordinaire d'un homme qui déciderait euh, enfin, qui ne décide jamais de rien, mais que le seul moment où il décide de quelque chose, c'est pour laisser l'aider décider. Donc, ça, voilà. Tout à fait. Ok. Alors, je te laisse juste peut-être relever un tout petit peu ton téléphone ou ta Ouais. caméra, parce que là, ça te coupe Ah oui, très d'accord, ok. casquette. Alors attends, je relève ça. Hop, parce que c'est toute une organisation là. Étant donné que j'ai mon téléphone sur mon portable. Pas de Tu me souci. vois mieux là? Attends, je vais Ouais, peut-être me reculer, sinon je là, vais faire tomber. c'est... Tu me vois mieux là? Ouais, c'est parfait. Ok, bah, Et super. ben effectivement, c'est un format qui revient assez souvent. On le voit souvent dans les séries, ce côté du personnage qui va lancer des dés pour décider. Et Ouais. est-ce que tu étais parti directement dans l'idée qu'il n'y ait qu'un seul lancer de tout le film? Ou est-ce qu'à la base, tu étais parti sur plusieurs lancers et finalement, tu t'es centré que sur un seul? En fait, je me suis lancée, moi, que sur un seul lancer de dés, parce que c'est vraiment un moment particulier dans la vie de cet homme où il arrive et qu'il est dans un quotidien assommant, et que là, voilà, il écoute à la radio quelque chose et il se dit, bah voilà, peut-être que finalement la clé pour sortir de ma routine, c'est de lancer ces dés-là. Et il y avait qu'un lancer de dés, quoi, en fait, qui lançait un peu son futur proche. Ok. Et justement, j'ai une question dans le chat qui rebondit pas mal là-dessus, sur cette ambiance Ouais. de cet homme, du coup, qui a une vie assez particulière. Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette idée de d'abord instaurer une sorte de climat de peur, où il nous vend quand même une vie atroce dans la voiture, on s'imagine qu'il a vraiment quelque chose d'affreux, et puis elle qui l'accueille avec un couteau, avant d'être Ouais. adorable et de virer complètement dans l'humour par la suite. D'où Mhm. est venue cette idée de bascule justement entre les deux? Ah, bah, c'est intéressant que tu l'aies vu comme ça, en tout cas, parce que enfin, que ce soit vu comme ça, c'est que moi, j'ai toujours aimé, je suis très cliente des cinémas comment il s'appelle, de Dupontel, en fait, qui joue un peu sur la frontière entre le tragique et le comique. Moi, ça me fascine. Et surtout, à l'écriture, j'y ai pensé, mais j'ai eu beaucoup de chance avec mes comédiens pendant le tournage, dans la mise en scène. Quand elle est arrivée avec un couteau, j'ai dit, il faut vraiment qu'il ait cette sensation qu'elle va le tuer. Et enfin, en tout cas, qu'il est dans un sentiment d'angoisse lui-même, alors qu'au final, il se passe rien dans sa vie. Mm. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Donc, je suis allée à fond là-dedans après. Mais c'est des choses qui se sont un peu imposées au tournage au final, parce que je l'avais plus ou moins écrit sans vraiment en avoir conscience avant de commencer à tourner. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu dans la bascule entre voilà, le côté noir et en même temps, ça vire carrément à la scène comique plus tard. Ça, c'est Oui, puis sûr. t'as ton montage qui aide aussi beaucoup là-dessus, et il y a une très bonne gestion des silences. Je sais que ton film, je l'ai vu plusieurs fois pour pouvoir prévoir les questions et tout ça, et la phrase Ouais. qui marche à chaque fois, c'est le
mais en fait, t'es complètement con. Parce qu'il y a le petit silence, on se dit, bah quoi, qu'est-ce qu'elle va lui dire, comment elle réagit vu qu'elle vient de lui dire qu'elle aime, et que ça sort avec un naturel assez incroyable, et que du coup, il y a ce Mm. silence qui gère beaucoup cet humour et qui va casser effectivement cette frontière. Parce que du coup, ça m'étonne que tu dises que tu l'as un peu réimprovisé sur le tournage, parce que j'allais revenir un peu là-dessus, dans le sens où ton ambiance lumineuse, elle, reste très pas film d'horreur non plus, mais très sombre quand même, comme si la situation était assez glauque. Ouais. Mais en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Évidemment, dans la lumière, il y a une sorte de clair-obscur que je voulais dès le début, avec une image un peu exagérée. J'ai pas donné Jean-Pierre Jeunet comme exemple, mais j'avais vraiment envie de ton un peu exagéré pour que ce soit pas daté, justement, que ce soit un peu comme dans un conte. En fait, on ne sache pas exactement à quelle époque, on ne sait pas si c'est les années 60 ou aujourd'hui, à la limite, on s'en fout. Et je l'avais pas anticipé, ce côté, par exemple, comme je te disais, avec le couteau, ou après, que lui ait le sentiment d'être dans une angoisse totale, ça, je l'ai vraiment exagéré au tournage. En revanche, la scène de jeu, j'ai eu extrêmement de chance, beaucoup de chance, parce que les deux comédiens, donc, qui sont Hervé Cantric et Chrissa Fleurou, euh, euh, ont tellement, en fait, ils se connaissaient pas dans le tournage, hein, mais il y a eu un échange de ping-pong et tout de suite une intelligence de jeu entre les deux, que moi, j'étais juste derrière le combo en train de me dire, ah ouais, j'ai ce qu'il me faut, j'ai la musique qu'il faut, et il y avait déjà presque tout, en fait, dans leur échange sur le plateau. Donc c'était assez. Après, évidemment, au montage, c'est voilà, de gérer plus ou moins les silences. Je trouvais ça important Mm. qu'il y ait ces silences-là pour souligner un peu le côté angoissant aussi. Ok, et comment ça s'est passé du coup pour trouver tes comédiens? Parce que Chrissa Florou, ça devient une habituée des cours du soir, parce qu'elle a présenté un film, elle était dans un autre, et voilà qu'elle est dans un troisième, donc on commence à s'habituer à Ouais. cette actrice. Comment s'est passée la rencontre? T'as fait passer des castings ou tu la connaissais d'avant? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pendant le confinement. J'ai du mal à me. Je crois que c'était en octobre aussi dernier que j'ai posté donc mon casting. Et j'ai eu, comme il y a beaucoup d'actrices qui ne travaillaient pas, d'ailleurs des très très bonnes comédiennes, voilà, qui étaient là chez elles. J'ai reçu, j'avais l'impression d'être la Paramount. J'ai reçu 100 réponses et j'étais là avec les bandes démos en train de tout regarder et j'y suis vraiment allée au feeling. C'est-à-dire que, je sais pas, quand je l'ai vu, pour moi, c'était le personnage sur plusieurs aspects. Et quand on s'est écrit, c'était fluide tout de suite. Et c'est vrai que voilà, c'était elle depuis le début et tout s'est passé. Et pareil pour mon comédien. On s'est même pas vu avant. J'ai pas fait d'essai. Je les ai juste vus leur bande démo. Et ils se sont rencontrés sur le plateau et tout de suite, c'était mes personnages. Ils se sont bien entendus entre eux. Enfin, c'était un peu magique, quoi. Vraiment. J'ai eu beaucoup de chance. C'était de l'intuition en fait sur Chrissa et sur Hervé, ça a été vraiment hyper fluide. Ok. Donc Et en plus, Chrissa a cette particularité qu'on voit assez rarement dans le cinéma français, c'est qu'elle a un accent quand même qui est assez prononcé. Et comment ça s'est passé mm-mm. sur le tournage? Est-ce que tu as toi-même réécrit des dialogues? Parce qu'il y a un moment où elle se met à parler une autre langue. Est-ce que En grec. est-ce que c'est elle du coup qui l'a ajouté ou est-ce que c'est toi qui lui as dit de le faire? Alors Chrissa, elle a une comment dire, elle a une formation théâtrale. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a toutes les deux fait les cours Simon aussi, donc je savais pas à la base. Et donc elle a cette formation-là où elle est un peu dans le surjeu, mais moi ce que je voulais aussi pour cette scène-là, et donc on l'a comment dire, elle l'a joué. Et au bout d'un moment, elle y allait de plus en plus. Et puis en plus, on l'a fait un tournage de nuit. Euh, où on a poussé vraiment à refaire à chaque fois les scènes. Et là, plus ça allait, plus elle improvisait d'autres choses. Et je lui dis, c'est génial, en fait, continue là-dedans, parce que je trouve que quand tu pètes un câble en grec, moi j'adore. Donc elle a continué. Et là, après, ça a été pas mal d'impro. Et c'est pour ça que j'ai eu pas mal de rush au final. Mais ça, pareil, j'ai pas réécrit, c'était pas prévu. C'est juste que moi, j'adore quand mes comédiens, d'un seul coup, s'emparent de la scène et improvisent, que moi, j'ai plus qu'à choper ce qui m'intéresse et ce qui peut être fait pour l'histoire. Voilà. Après, j'ai hésité à sous-titrer ces insultes en grec. Mm. Après. Au final, je trouvais ça drôle que ça reste un peu flou, quoi, qu'elle s'énerve. Oui, puis je pense que ça se comprend sans sous-titres malgré tout Ouais, je pour le pense coup. aussi. Et justement, j'aimerais revenir sur un aspect parce que tu dis que ça a été un tournage de nuit, et c'est vrai que c'est une question qu'on a rarement l'occasion de poser.
Mais là, c'était un tournage de nuit dans un immeuble avec une scène de Ouais. dispute. Comment tu Mm. gères ça avec les voisins et tout ça par contre, on va gueuler entre 2h et 6h du matin. Mm. Alors, j'ai envie de dire que c'était un peu freestyle, dans le sens où j'avais prévenu l'immeuble que Mhm. j'allais faire ces scènes-là, etc. Après, on n'avait pas prévu que ça allait durer toute la nuit, parce que ça devait durer sur 2 jours. Et au final, il y a eu tellement un bon fit et tout, je dis ça, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, on continue. Et finalement, on a fait un tournage qui a duré de 17h à 6h du matin. Ok. C'était un seul tournage, tout le film. Donc, ça a été très très intense pour toute l'équipe, mais on a décidé de le faire comme ça. Et puis il y avait un peu l'euphorie de on sort de chez soi parce que enfin c'était le confinement, donc ces gens ont fait des conneries de notre côté. Et donc les voisins, on a essayé d'être le plus calme possible. Moi j'ai essayé vraiment de prévenir le gardien et tout. Et quand il y a eu les claquages de porte, en fait techniquement j'ai retenu la porte et on a mis le bruitage après. Des petites choses comme ça qui font qu'on ne dérange pas trop. Et quand elle a crié, bah là j'ai un peu prié, mais je pense que on n'a pas appelé la police. Non, mais finalement il n'y a pas tant de scènes que ça où Oui, non, ça ça crie. crie vraiment sur le moment où elle fout à la porte et puis c'est tout, quoi. C'est... Voilà. On a juste eu un peu la curiosité des voisins d'en face, mais ça reste une rue très calme, Ouais. donc voilà, on a pu quand même tourner de manière assez libre. Ok. Et justement, bah, après Ouais. cette scène, il y a la scène de danse et de départ du personnage. Comment tu as pensé Ouais. cette scène? Est-ce que c'était quelque chose qui s'est refait complètement au montage ou est-ce que tu avais déjà prévu ce montage alterné avec le flou et enfin le fondu Ouais. et le pas fondu? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait par Euh, la suite? Ça, je l'ai retravaillé par la suite. Euh, j'avais pas dans ma tête, j'avais quelque chose d'assez différent. Je voulais des images plus nettes à la base. On a eu, je pense, pas. J'ai voulu aussi compenser la technique parce que j'avais des images plus précises quand elle défait son chignon, etc. Il se trouve que voilà, il y a des images qu'on n'a pas pu avoir parce qu'on a du coup pris une caméra à la main à ce moment-là pour la suivre en train de danser. Donc on maîtrise moins l'image à ce moment-là. Hmm. Mais j'avais l'idée quand même dans ma tête, dans l'histoire, de ces deux personnages qui d'un seul coup, comment dire, vont dans des chemins opposés de leur vie et que elle se libère en dansant et en finalement pour elle cette séparation c'est une libération et lui il pense se libérer mais en fait il fait encore une énième connerie. Donc je trouvais ça chouette de pouvoir voir ces deux destins sur un même plan. Donc ça, j'y avais pensé dans l'histoire. Après, je le voyais pas exactement comme ça visuellement, mais au final, je trouve ça assez intéressant de pouvoir les voir se fondre ensemble. Ok. Et justement, bah, ce qui est assez original aussi par ce montage-là, c'est qu'à aucun moment tu fais le choix de passer en net sur la femme. Tu restes toujours sur lui, qui est soit en fondu, soit en plein pot. Et pourquoi ce choix, du coup? C'était pour garder le spectateur sur ça reste l'histoire de ce personnage-là? Je crois qu'au final, oui, ça reste son histoire ça reste, comment dire, une suite de mauvais choix et de mauvaises portes prises par ce personnage. Et qu'au final, elle, sa vie, elle continue dans une forme d'effervescence, elle est dans une forme de joie, dans une joie feinte au début, parce qu'elle arrive et c'est très marionnette, mais qu'au final, c'est ce qui la sauve jusqu'au bout, c'est de récupérer sa liberté et pas de. En fait, je voulais qu'on ait un peu aussi le suspense de se dire, voilà, elle va se morfondre, elle va se mettre à pleurer, qu'est-ce qu'elle va faire une fois l'avoir foutue dehors? Et au final, bah non, elle danse, sa vie, elle continue, voilà, elle continue. Lui, il reste là, lourd, dans l'image, dans ce qu'il a à faire et dans son énervement. Donc, oui, il y avait cette idée-là. Ok. Et justement, pour reparler de son énervement, revenons un petit peu sur sa scène de départ où il choisit un petit peu ce qu'il va faire. Comment tu as pensé à toutes ces idées farfelues dans le carnet? Ça a été à réimproviser Ah, sur le tournage ou est-ce que tu avais déjà prévu tous ces alors ça, plans? tout était écrit là, pour le coup, c'était écrit au millimètre. Elles m'ont toutes fait rire, tout simplement. Les propositions. J'ai dit à quoi il peut penser. Tiens, la tromper, tiens, j'ai trompé avec ta sœur Jocelyne. Pour lui, c'est tout à fait normal en fait de se Hmm. dire tiens, je vais aller à Anguin-les-Bains et je vais me refaire une vie là-bas, comme si la vie à Anguin-les-Bains était géniale. Parce que en fait, c'est vraiment un peu
type, je suis désolée, mais je sais que tout à l'heure, on critiquait, enfin, vous critiquez un peu le cinéma engagé, etc. Mais quelque part, je pensais pas, mais ce film-là, il est un peu engagé, un peu féministe quand même. C'est que le mec, il pense qu'il gère sa vie, etc. Mais au final, il est dans une succession de clichés. Enfin, et je trouvais ça drôle qu'il y croit au premier degré vraiment à toutes ces options. Voilà. Et l'a Oui, comme quitté, si en en fait, il plus, n'avait jamais. s'il faisait le choix, ça allait lui tomber dessus, quoi. S'il va là-bas, ça va le Ouais, faire. La sœur sera forcément d'accord. Enfin, c'est ça. En fait, oui, pour lui, il s'est pris pour un démiurge où tout pouvait d'un seul coup arriver, et puis mais même pas des choses grandioses, quoi. Mm. C'est vraiment, ça reste quand même. Et puis l'option de quitter, c'est toujours un peu, bon, sauf quand il faut vraiment partir et tout, mais voilà, il croit que le problème, c'est les gens autour de lui. Je crois que c'est lui le problème. Et il va falloir qu'il lui arrive autre chose pour reprendre sa vie en main. Et du coup, je voulais revenir aussi sur le chiffre 6. Est-ce qu'il a une signification, ce chiffre, ou c'était juste pour que ce soit la dernière option qui arrive dans ton listing? Alors déjà, est-ce qu'il y a eu je me suis posé la question du numéro et déjà, bon, il y a 6 faces sur un dé. Hein, donc voilà, et il s'est trouvé par synchronicité, et j'y crois pas mal, que là où on a tourné, en fait, c'était un numéro 6. Donc je me suis dit, là, en fait, on te donne tout sur un plateau, en fait. T'es au numéro 6, et ça tombe sur le 6, très clairement, et je voulais que... Voilà, donc après, tout s'est vraiment aligné avec ce chiffre-là, et je trouvais ça... bon, après, ça va loin, il y a les 3-6, le diable, enfin, je trouve que le 6, c'était intéressant. D'ailleurs, je sais pas si on le remarque dans le film, mais après, il croit vraiment qu'il y a une sorte de cabale contre lui. C'est-à-dire que quand il regarde derrière lui, il voit si on le regarde pas parce qu'il a marqué le 6. Et en plus, les pas vraiment de la voiture à la porte d'entrée, c'était vraiment 6 pas. Je me dis vraiment, faut le faire comme ça, faut le faire comme ça. Donc voilà, il y a une forme de synchronicité. Et quand il appuie dans l'ascenseur, il n'y avait pas de numéro 6, parce qu'il n'y avait pas 6 étages. Mais quand même, il hésite à taper son numéro parce qu'il a l'impression c'est comme s'il allait faire exploser une bombe nucléaire dans l'immeuble. Ok. Et autre question par rapport cette fois-ci au costume, parce que je trouve que notamment, ça se voit surtout chez ton personnage masculin, qu'il a quand même un costume, enfin une tenue qui est assez atypique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'ont prévu les acteurs? Enfin, comment ça s'est passé? Ah, Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, j'ai rien entendu du tout sur ta question là, ah, ça a coupé. je t'entends de nouveau. Je demandais Ah, par rapport j'entends. au costume, comment ça s'était passé? Parce que c'est vrai que ton personnage principal a un costume qui est quand même assez atypique. Ouais. Eh bien, j'ai dit, cher Hervé, montre-moi ce que tu as dans ta garde-robe qui peut faire penser à quelqu'un d'un peu paumé dans sa vie. Je voulais vraiment des couleurs un peu sombres, une sorte de vieux nœud de pape qui dégueule. Et il m'a envoyé plein d'options de sa garde-robe. Et comme c'est un acteur aussi qui tourne beaucoup, il avait pas mal de choix au final. Donc, comme tout s'est fait à distance, j'ai choisi. Il m'a envoyé les choses. Et chaque fois, je choisissais comment je vais aller habiller mon personnage, comme un Sims. Et pareil, pareil pour Chrissa. Elle m'a envoyé. Enfin, j'avais quand même une idée déjà. Je voulais qu'elle ait quelque chose d'assez apprêté, qu'elle ait une robe un peu plus claire, elle pour le coup, avec pas mal de bijoux, parce qu'elle a, voilà. Donc, mais au final, voilà, le costume, j'avais une idée, et puis il se trouve que ils avaient déjà ce qu'il fallait dans leur garde-robe. Ok, Donc voilà. bah, très bien. Et j'en arrive donc aux deux questions que j'aime bien poser. J'imagine que du coup tu les attendais un petit peu. Quelle est selon Et non, pas du tout. toi quelle est la chose dont tu es le plus fier par rapport à ton film aujourd'hui? Allez, je n'ai pas dû préparer en fait. Le plus fier, je pense que c'est vraiment, honnêtement, je pense que c'est d'avoir capté le jeu de mes comédiens. Euh, Parce que je n'avais pas fait de casting avant, c'est cette intuition-là qu'ils étaient les personnages, et d'avoir découvert en fait à travers la caméra qu'ils étaient en effet ces personnages-là. Et je me rends compte à quel point, enfin, moi, pour moi, les comédiens et le jeu des comédiens, c'est 90% du film, parce que je pense qu'on peut avoir la plus belle des images, mais si on n'a pas des comédiens, ben, on n'a pas de film. Donc ça, j'en suis très fière parce que ça me donne envie de retravailler avec eux, qu'on est déjà sur d'autres projets aussi, que ça a été des rencontres clés. Voilà. Après, évidemment, oui, d'avoir fait le film, parce qu'on sait toujours qu'un film, ça se crée de rien, que c'est
c'est fragile et que ça demande beaucoup d'énergie, même pour 7 petites minutes. Mais vraiment, je suis très fière de ça parce que d'avoir dirigé ces acteurs-là et de pouvoir imaginer des prochains projets avec eux, je trouve ça super chouette. Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui tu le vois un peu comme un défaut par rapport à ton film, quelque chose que tu aurais aimé faire différemment si tu avais pu? Ce film est parfait. Non, non, oui, très clairement. Aujourd'hui, je ferais comme, je sais plus comment s'appelle la réalisatrice juste avant. Je ferais Euh, un casting. Pardon. Oui, c'est Marion J'oublie Cavard son du coup. prénom. Ouais, Marion, voilà. Je ferai un casting technique. Vraiment, j'ai voulu le faire. Il se trouve que bon, j'ai aussi monté une équipe de manière assez, comment dire, pas à l'arrache, mais très, voilà, en une semaine, hein, j'ai monté l'équipe, Mm. donc c'est très très peu de temps. Et c'est vrai que je choisirais plus précisément pour avoir vraiment exactement la lumière que je veux, etc. Et que là, dans mon film, à la fin, bon, peut-être que moi seule le vois, mais je pense pas, mais on voit bien que la scène près de la porte, on n'a pas exactement la même lumière, qu'il y a quelque chose de plus évanescent, et parce qu'à ce moment-là, il y a eu des défauts de caméra, etc. Et c'est très rageant. Donc, ce côté technique-là, moi, je le vois à chaque fois que je revois le film. Et j'aimerais, voilà, je passe une petite annonce ici, trouver le chef opérateur de ma vie, ou la chef opérateur de ma vie, parce que j'aimerais bien avoir ce binôme-là où on puisse s'entendre sans se parler en tout cas, voilà, qu'il y ait vraiment cette alchimie-là, parce qu'elle est essentielle pour créer des Mm. films. Donc, là, j'ai pas eu ma rencontre vraiment à ce niveau-là, mais voilà, je pense que c'est peut-être ça, mais en même temps, ça, on apprend toujours. C'est-à-dire que voilà, j'ai appris de ce qu'était ce couple-là, réalisateur, chef opérateur, et il est précieux, quoi. Il faut vraiment pouvoir trouver le bon chef opérateur pour le bon projet. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, tu parlais d'avoir d'autres idées de projets potentiellement avec Rissa et Mhm. tout ça. Est-ce que tu as est-ce que tu es déjà en train de travailler sur des projets actuellement ou pas encore? Oui, 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 je suis à l'écriture d'un prochain film pour lequel je suis en train de rechercher aussi une production Mhm. et qui était écrit au début pour être plutôt un moyen métrage. Moi, je voulais quand même faire un peu plus long, mais là, je me rends compte que j'ai la matière pour un long. Et je dois reconnaître que, un peu, voilà, comme Marion aussi, mais c'est-à-dire que le court-métrage, c'est un peu une figure imposée. Mm. Et que moi, je suis pas une grande friande du court-métrage. À la base, je trouve ça intéressant, mais j'ai besoin d'installer une situation et de pouvoir s'y sentir. Je n'aime pas trop les films gag où à la fin, il faut qu'il se passe quelque chose. Mm. Et c'est vrai que là, j'aimerais idéalement pouvoir réaliser un long métrage après avec Chrissa. J'aimerais beaucoup. Et j'aimerais beaucoup Ok, dans pas trop longtemps. ce serait l'idéal. Et c'est vrai que Exactement. je pense que c'est un gros problème du court-métrage, mais Marion le soulignait déjà tout à l'heure, c'est surtout la visibilité en fait des courts-métrages. On a un peu cette Mhm. frustration lorsqu'on fait un court-métrage de l'avoir fait, d'y avoir passé du temps, et au final personne ne le voit, parce que hormis les festivals, il n'y a pas vraiment de possibilité de les diffuser et de les montrer. Là où un long-métrage, il y a le Ouais. cinéma, il y a les plateformes. Et je pense que certaines idées peuvent se résumer en 20 minutes, pour le coup, en posant une atmosphère, mais que Oui. le plus gros problème reste la visibilité, je trouve, du format qui n'est pas encore optimal. Bah, il y a un petit marché quand même du court-métrage avec quelques chaînes, voilà, comme Arte ou comme où ils achètent du court-métrage. Mm. Enfin, il y a des achats de court-métrage de fait, mais c'est vrai que ça reste quand même ça reste quand même très niche en fait. Ça C'est reste très niche et puis ils achètent pas n'importe quoi non plus. Il faut que ça respecte un peu ce qu'ils recherchent eux. C'est oui, pas. exactement. Mm. C'est exactement ça. Et c'est après, voilà, c'est une carte de visite. Faut plus le voir comme ça, comme quelque chose qui montre notre travail, nos inspirations, notre sensibilité. Mais je pense que je pense que, enfin, en tout cas pour moi, j'ai envie de passer assez rapidement parce qu'il y en a qui, j'ai l'impression, qui font des courts métrages pendant des années. Mm. Et c'est vrai que je trouve que voilà, j'ai envie de concentrer un peu les efforts sur peut-être quelque chose d'un peu plus long pour qu'il y ait plus de visibilité aussi et que ça puisse aller jusqu'au fond du sujet, quoi. Très bien. Bah écoute, je vais te poser les deux dernières questions là que je vois apparaître dans le chat et après Ah, je passerai au film suivant. Mais alors c'est deux questions un petit peu rigolotes. On demande si le poulet était bon et si l'appartement était cosy.
Alors, la réponse va être très courte. Le poulet, il a été soigneusement préparé par mon ami pour qu'il ait la couleur que je voulais, mais il était absolument immangeable. Voilà, donc le poulet est resté à l'état d'objet. Voilà, on n'a jamais pu y goûter, heureusement. Et en ce qui concerne l'appartement, non, il était absolument pas cosy. C'est un appartement qui était destiné à être entièrement rasé pour être refait. Donc, on a pu faire ce qu'on y voulait dedans, mais c'était vraiment. Je crois que depuis les années 70, il n'y avait pas eu de travaux ni rien dedans. Donc, donc j'ai profité aussi un peu de cette ambiance-là. Un peu vieillotte, quoi. J'ai joué un peu avec ça, mais c'est vrai que la pauvre Prissa, elle a dansé sur une moquette, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dessus. Bon, au moins, l'avantage, c'est que tu n'avais pas besoin de trop travailler ta lumière, parce que les murs étaient déjà jaunes, du coup, vu l'âge de... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on a eu, ceci dit, pas mal de lumière sur le balcon pour avoir cette lumière un peu bleue aussi, un peu surfaite. On avait mis des projecteurs qui éclairaient depuis l'extérieur. Donc on avait la chance d'avoir ce balcon-là pour créer cette ambiance-là. Mais oui, les murs trop blancs, ça aurait pas donné la même ambiance, effectivement. Eh bien, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions. Juste avant que je te laisse, est-ce que j'ai le droit de Oui, rediffuser cet entretien? oui, tu as Ok, le droit de rediffuser cet entretien. super. En enlevant mes rides, bien sûr. Non. Eh ben, merci Bon, beaucoup en tout cas. merci pour cet échange. Et puis, bah, si tu refais un film, court ou long, n'hésite pas à le faire savoir, parce que ça m'intéresserait de voir du coup ce que tu peux faire. Avec grand plaisir. Nous venons de voir le film L'Histoire d'Alizée et on reçoit Abel et Axel que je vais laisser se présenter. Et bah, la parole est à vous pour de vrai cette fois-ci. Ok, merci. Bonsoir, du coup moi c'est Abel. Et moi, c'est Axel. Et du coup moi je suis le réalisateur, scénariste et monteur du coup du film L'Histoire d'Alizée. Et du coup Axel est le coproducteur du film avec moi. Et c'est aussi du coup un des acteurs principaux. Du coup ce film, comme je disais, il a été réalisé dans le cadre de mon bachelor réalisateur. Du coup c'est mon film de fin d'études. Et du coup voilà, en fait on devait faire un film qui devait durer 10 minutes et qui devait respecter un thème qu'on disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais, c'était ça. Du coup, bah, j'ai fait une version pour l'école et aussi une version un peu plus longue pour moi. Et du coup, voilà. Ok, et donc bah, du coup, tu disais 10 minutes pour la version d'école, donc qu'est-ce que tu avais coupé pour que ton histoire ait encore du sens? Parce que c'est quand même coupé quasiment la moitié de ton film. C'est ça. Bah, ça a été très compliqué. J'ai même pas respecté les 10 minutes. J'ai fait un film de 12 minutes pour ma version d'école. Et j'ai coupé, en fait, tout. J'ai vraiment raccourci le début. Et les scènes où elle va au bureau, n'existaient pas. Les scènes où elle prenait son petit déjeuner aussi, où la télé bug une première fois, elles n'étaient pas du tout dans le film aussi. En fait, elle se réveille et direct, elle sort, elle va au travail, après elle revient et puis voilà. Et ça a duré 12 minutes, donc j'ai coupé 5 minutes en fait pour la version d'école. Et justement, pour revenir sur cette première scène de télé, parce qu'on reviendra dessus juste après, mais on voit il y a déjà pas mal d'affiches chez elle de Franklin, il y a pas mal de petits goodies à droite à gauche, donc on sait qu'elle est déjà fan, et pourtant il y a cette scène où elle regarde autre chose. Et pourquoi avoir mis ce autre chose au départ, malgré tous les indices qui introduisent déjà Franklin? Bah, en fait, je voulais qu'on voit d'abord au début, parce qu'il n'y a pas que Franklin, il y a aussi, vite fait, il y a des affiches d'autres Oui, il y a films. des affiches d'autres films, mais au final, c'est vrai que le film... En fait, bah, juste montrer qu'elle baigne dans cet univers, en fait, elle est cinéphile. Et du coup, elle regarde un dessin animé au début, bah, parce que c'est le matin, elle prend son petit déj, elle va pas se lancer un film, elle regarde direct un dessin animé comme ça. Et puis voilà, j'aimais bien le fait qu'elle regarde un dessin animé, en fait, le matin. Et du coup, voilà, c'était juste ça. Ok, très bien. Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce personnage de Franklin qui fait un petit peu mélange? Il y a un petit côté Indiana Jones, il y a un petit côté film de héros de série M6 des années 2000. D'où est venu en fait ce personnage-là en particulier? Ah, c'est ça aussi l'idée, c'est que c'était de faire un mélange en fait. Bah moi et Axel en fait on aime les mêmes, on aime les mêmes, on baigne dans le même univers cinématographique et du coup on aime tout ce qui est film d'aventure. Aussi pendant le tournage la référence qu'on avait c'était Brendan Fraser. Ouais, dans La Momie. Ouais. Dans La Momie, voilà, qui a ce côté. Et du coup dans les affiches qu'on voit de Franklin, le premier voilà c'était très film d'aventure dans la jungle.
Et le deuxième qu'on voit dans la cuisine, c'était vraiment film d'action. Truc dans la ville, ouais. L'arme fatale, quoi. Ouais, l'arme fatale, le truc très kitsch, vraiment film d'action des années 2000 et tout ça. En fait, on a essayé de mélanger plein de genres en fait, de films d'aventure, mais aussi de films d'action. Et en restant dans le kitsch, le Franklin, enfin c'est un univers très kitsch, très exagéré et tout ça. OSS 117. OSS 117 aussi un petit peu. Il y a plein de refs en fait qu'on a dans le truc. Ok, très bien. Alors juste pour information, on verra si ça bug toujours dans 5 minutes, mais j'ai votre vidéo qui bug souvent et votre voix aussi. Donc si je vois que ça perdure trop, on coupera peut-être la caméra, histoire d'avoir que votre son et que votre connexion internet souffre un peu moins. Ok. Voilà. Mais là ça a l'air de passer un peu mieux, donc on va garder là-dessus. Ok, et quel est ce choix, pareil pour la télé cathodique? C'était pour placer le film un peu dans une époque un petit peu datée, ou c'était pour vous faire plaisir à vous? Quelle était cette idée? Parce qu'en plus j'imagine que ça a créé pas mal de galères du coup de gérer cette télé. Ouais, en fait, la télé catholique, tout d'abord, moi j'ai eu l'idée, en fait, dans mon intention, c'était de placer l'histoire qu'elle se déroule hors du temps. En fait, du coup, si ça se passe aujourd'hui, elle a pas de téléphone, elle utilise un vieil ordinateur, et en fait, de pas dire si ça se passe aujourd'hui ou si ça se passe il y a 20 ans ou 30 ans. Et plus esthétiquement, je trouve qu'une télé cathodique, voilà, ça le fait beaucoup. Écran plat, et puis ça rappelle, il y a aussi ce côté nostalgique en fait. Elle regarde des films qui la rendent nostalgique, et je voulais aussi qu'on ressente un peu de nostalgie en fait en s'identifiant un peu à elle. Moi c'est un peu mon enfance aussi, où en fait les premiers films que j'ai regardés c'était sur une vieille télé cathodique aussi, pareil comme ça. Et du coup, c'est quoi l'autre partie de la question? Ah oui, c'était compliqué, ça, tu peux raconter parce que ça a été galère, rien que dans le fait de trouver la télé cathodique, parce qu'aujourd'hui, du coup, il n'y a plus trop de télé cathodique. Et en fait, Abel, il a cherché sur plein de sites, et il a trouvé quelqu'un qui donnait simplement la télé cathodique. Et en fait, c'était très très loin de chez nous. C'était très loin de chez nous. Donc, on a dû prendre le train, parce qu'on n'a pas le permis tous les deux. On a dû prendre le train, à peu près 1h30 de route, 2h. C'était en plus pendant l'été, donc il y avait plein de travaux et tout. Mais ça, c'est l'anecdote. Voilà. Et en fait, du coup, on a transporté la télé super lourde dans le train. 15 kilos. Donc à la fin, on a des courbatures. Ah, et puis en plus, j'imagine il a dû falloir payer un supplément sur le retour du train pour ramener la télé, parce que ça prend pas mal de place. Non, ça c'est passé en bagage, ça va? Les transports en commun. Ouais, non, c'était RER. Ah, c'était RER, oui. Ouais. D'ailleurs, on va faire passer un message, mais s'il y a des gens qui veulent la télé, on l'a toujours. En fait, j'ai pas envie de l'acheter. En vrai, n'hésite pas à regarder les magasins de jeux vidéo rétro. Parce que les gens qui jouent aux jeux vidéo rétro aiment beaucoup se servir des télé cathodiques directement. Ah oui. En plus, elle marche, elle est en état de marche, elle marche très bien. Elle a des jambes et tout. Ouais. Et du coup, par rapport à cette télé, c'était quoi? C'était une incrustation dans la télé, ou vous vous êtes fait chier à faire des cassettes Non, c'était de l'incrustation, c'était de la post-prod. Ouais, c'est moi qui ai fait les incrustations. J'ai pris vraiment beaucoup. Il y avait certains trucs, parce que moi, je suis un peu novice en fait. Il y a 1 an, je savais pas du tout faire ce genre de choses. J'ai appris là cette année. Et du coup, c'était la 2e fois de ma vie que je faisais des incrustations et tout. Donc j'ai galéré, mais j'avais le temps. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup pris le temps de bien les soigner et tout ça. Et donc, j'ai appris des trucs aussi. Il y a certaines choses où, dans le tournage, il fallait qu'on filme différemment pour mieux faire certaines fois. Il y a certaines fois où j'ai vraiment galéré et j'ai dû faire image par image. Et, mais du coup, voilà. Enfin, j'ai galéré, mais ça marche, je trouve. Ouais, non, c'est ça super. marche très très bien, cette incrustation. Parce que justement, je me posais la question de si c'en était vraiment une ou pas. Donc, très bien. Je vais revenir un peu sur les questions du chat, et on va revenir un petit peu sur le début du film, et notamment cette scène de salle de bain, avec une première question étant s'il y avait une signification derrière l'esthétique du tableau qui est dans la salle de bain, ou si c'était juste parce que c'est un tableau qui est chez toi et que t'aimes bien. Non, tout a du sens. Le tableau aussi, on a galéré. Ouais, on a beaucoup galéré aussi. En fait, c'était écrit dans le scénario, je l'avais mis direct dans le scénario. Ce tableau, en fait, c'est un tableau de... C'est A Passing Storm de... j'ai un trou de mémoire sur... du peintre. Le tableau s'appelle A Passing Storm, et du coup, en fait...
Moi j'aime bien des fois regarder des tableaux, des fois ça m'inspire beaucoup de choses et du coup ce tableau je l'avais en tête quand j'ai écrit la toute première scène. Et du coup en fait on voit un couple qui vient de se disputer et du coup ils se regardent un peu de loin et on sent que voilà la tempête va passer, ils vont se réconcilier et tout ça. Et du coup en fait le fait qu'elle a ça dans sa salle de bain parce que du coup en fait dans le scénario à la base elle est triste au début parce qu'elle se fait quitter par son petit ami. Ça, c'est une scène qu'on a tournée et que j'ai mis au début dans le film, mais sauf qu'elle ne marchait pas. C'était lui le petit C'était moi, le petit ami qui la quittait. Et ça ne marchait pas du tout dans le montage, du coup, j'ai dû l'enlever. Et en fait, après cette scène dans la salle de bain, elle allait rejoindre son petit ami pour leur dernier dialogue. Ensuite, ils partaient. Et du coup, en fait, elle se rend compte en regardant ce tableau que voilà, elle vient de vivre un peu la même chose que. Qui vient de se passer en fait que le tableau la significative du tableau sauf que pour elle ça va pas s'arranger en fait et elle va finir seule et c'est pas une tempête qui passe, c'est une tempête mais oui elle a une significative en tout cas Ok, très bien. Alors désolé, ça coupe un petit peu des fois, donc c'est pour ça que des fois j'ai un petit temps de réaction. Mais très bien, et en plus comme ça vous répondez à la question suivante qui était pourquoi est-ce qu'elle pleurait au début, parce que ça n'avait pas forcément été très clair pour tout le monde, mais du coup maintenant on a la réponse. Et par contre j'ai Richard Pastel 12 qui demande si vous donnez également le tableau, parce que ça pour le coup ça pourrait intéresser Richard Pastel. Une autre anecdote c'est qu'en fait le tableau on a galéré à trouver en fait, parce qu'on a imprimé d'abord l'image, ensuite on a trouvé un cadre, ensuite on a trouvé autre chose, c'était 3 trucs qu'on a mélangés. On a découpé le truc et tout ça. Et en fait, à la base, le tableau, il y a un bout de verre. On le voit sur le plan où elle est face au miroir et le tableau est derrière. Et en fait, il y a un bout de verre, sauf que on a filmé ce plan après. Et avant de faire l'incrue sur le tableau est tombé du mur. Et du coup, il s'est cassé, quoi. Et du coup, là, le tableau, il est pas très en bon état, quoi. Ça se voit qu'il y a des petits trous et tout. Il y a des petits trous, on l'a filmé comme ça, mais il était beaucoup plus beau à la base. Il rendait beaucoup mieux. Et du coup, oui, on peut le donner, mais il est cassé, quoi. Mais c'est authentique. Ah, voilà. Tu as ta réponse, Richard Pastel. Si jamais tu le veux en mode cassé, mais avec toute l'histoire du tableau qui est derrière, c'est possible. Mais ce sera 75 € en revanche. 75 € Richard Pastel. Ouais. Et du coup, pour revenir aussi un peu sur le personnage de Franklin, alors déjà comment il s'en sort du coup de fusil, parce que c'est bien gentil de pas répondre en vidéo, mais on veut la réponse. Il est très souple. Il est très souple. Il est vite, peut-être qu'il est plus rapide aussi et qu'il a réussi à donner un coup de couteau avant que. Ouais, mais en fait, c'est pas très. Oui, il est blessé. Et c'était ça aussi, le fait qu'on voit pas de sang alors que voilà, il se tient le ventre, ça c'était voulu aussi. C'était, ça fait très film de ces époques-là où on monte pas le sang pour garder le moins de 10 ans maximum, quoi. Ok, et du coup, ce personnage-là, vous avez un petit peu expliqué son passif et vos inspirations. Mais du coup, comment vous est venue l'idée de faire cette romance entre les deux personnages? Enfin, quelle était l'idée qui était derrière? Parce qu'au final, vous répondez jamais vraiment à la question de est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que c'est... En gros, quelle est l'idée majeure derrière cette romance? Le but aussi c'était ça, c'est de semer le doute. En fait, on sait pas si c'est quelque chose qu'elle imagine parce qu'elle est déprimée. Et, en fait, c'est un rêve qui se réalise pour elle, donc peut-être que voilà, elle est juste au fond de sa solitude amoureuse et d'un coup, il y a cette chose qui arrive comme par magie, voilà, qui la rend heureuse ou pas. Et l'idée, elle m'est venue. En fait, c'est inspiré de plusieurs films en fait que moi j'adore. Il y a La Rose pourpre du Caire de Woody Allen qui raconte la même histoire en fait, où c'est du coup une jeune femme qui va au cinéma tous les jours. Et un jour, le héros à l'intérieur du cinéma sort et ensuite, voilà, il l'emmène et ils vivent une petite aventure. Et il y avait ça aussi où c'était vraiment la femme triste et tout ça. Et il y a aussi un autre film plus récent, enfin c'est les années 90, qui est Last Action Hero. Oui. Où du coup, t'as cet enfant qui regarde toujours à chaque fois ce film d'action qu'il adore et un jour, voilà, il rentre dedans. Et du coup, voilà, c'est ces deux films que j'adore. Et en fait, en tant que cinéphile, c'est un truc que
voilà, que j'ai fantasmé, rencontrer les personnages que j'adore. Et du coup, en fait, Alizé, c'est aussi une projection de ce que moi, je rêve, en fait. Comme Alizé, en fait, on rêve tous en tant que cinéphile. Amoureux de moi. Et je suis amoureux d'Axel aussi, voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que tu avais pensé toujours à garder cette romance dans le monde réel avec cette télévision? On ne sait pas si elle va rentrer dedans, ou est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question de ça pourrait être intéressant de la faire intervenir aussi elle dans son monde à lui? Parce qu'au final, lui répond, mais elle va pas lui donner par exemple un conseil en mode genre attention derrière toi ou ce genre de choses. Non, j'y ai pas pensé parce qu'en fait, je voulais qu'on reste du point de vue d'Alizé. C'est pour ça aussi qu'on rentre jamais à l'intérieur de la télé. En fait, à chaque toute action nous est racontée, on voit qu'on reste dans le monde d'Alizé et qu'on voit à travers l'écran de la télévision. En fait, je voulais vraiment focaliser sur le point de vue d'Alizé, ce qu'elle elle ressent, ce qu'elle voit, et du coup, en fait, j'ai décidé d'instaurer cette distance, en fait. Et puis, ça sème encore plus le doute sur si c'est un truc qu'elle imagine ou pas, en fait. Ok. Et du coup, alors je vois une question de You6 qu'il a posée tout à l'heure, et ça me permet de rebondir un peu sur ce sujet-là qu'on aborde, qui demandait pourquoi ce changement de format. Donc il y a un petit peu ce changement de format avec son hésitation de est-ce qu'elle va le rejoindre. Mais du coup, est-ce que ce changement de format n'est pas une sorte de réponse en soi de elle a vraiment réussi à rentrer dans ce monde-là, vu que on recadre l'image? Bah, en même temps, c'est une réponse et en même temps, pas vraiment parce que on reste de son point de vue. Du coup, peut-être que c'est elle aussi qui vit ce changement de format en fait. J'aurais pas vraiment la réponse à ça vu que ouais, c'est un peu une réponse comme quoi. Mais après, le film, enfin, du coup, on la voit pas clairement le rejoindre. Ouais. Donc, on la voit pas le rejoindre, mais effectivement, comme le format change, c'est un petit peu comme si son monde changeait. C'est pour semer le doute encore plus en fait. C'est pour semer le doute encore plus. À la base, il n'y avait pas de changement de format, c'était juste comme ça. Et en fait, pour moi, c'était pas assez puissant. Et du coup, en fait, je me suis dit en faisant un changement de format, on se dit ah d'accord, elle va vraiment rentrer, elle va vraiment rentrer. Et puis, en fait, on sait pas. Ok. Donc je réponds à Melouprou, même si je vois que Datolive a répondu également, qui demandait lorsque Franklin tient une photo, qui était la personne pour lui sur cette photo. Et du coup, c'est son père. Mais pourquoi avoir mis cette histoire de père? Est-ce que c'est une référence à un film en particulier aussi, ou c'était juste pour le délire perso? C'est mon vrai père en plus. C'est une photo de mon vrai père. Donc c'est marrant. Et puis en plus, c'est vraiment aussi le truc du héros aventurier. Son père dit qu'il est jeune, cherche absolument, il doit absolument le retrouver. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté cliché du truc. Cliché, ouais. Mais jouer sur le côté cliché, mais en restant dans le réaliste, quoi. Vraiment, en y croyant jusqu'au bout. C'est ça aussi. C'est ça. En fait, je suis pas allé trop dans le délire ou. Ouais, pas dans le second degré. Quoi. Pas dans le second degré, en fait. Il y a quand même. J'aime bien aussi, du coup, les films qui s'assument parodiques, mais ils ont quand même ce petit côté où il y a une petite histoire touchante quand même derrière ça. Garder la poésie de la parodie malgré tout. C'est ça, exactement. Puis même dans le jeu, pas une seule fois, on a l'impression que les acteurs ils font en mode. Pour Santiago Hernandez, il était pas dans le. Il faut que je fasse rire, quoi. Il était vraiment dans ce personnage de méchant, cliché et tout. Et même moi, j'ai essayé de réussir, mais j'ai essayé de faire. Quelque chose de vrai, quoi, vraiment de ressentir le truc à fond et pas me dire ah là c'est drôle en fait quand je dis ça, c'est juste vraiment le vivre, quoi. Oui, puis c'est vrai que ça faisait très phrase un peu à la série de Chuck Norris et compagnie, qui font kitsch de nos jours, mais qui font un petit peu ce côté badass. Est-ce que tu choisis la mort ou la mort? C'est vrai que il peut y avoir le côté un peu méchant de l'époque. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'ai quelqu'un dans le chat, un certain Fedellini Mani, qui va te faire de la concurrence, Axel, parce qu'il dit à Abel qu'il l'aime. Voilà, je sais pas si tu veux le rejoindre également dans la télé de Twitch, mais apparemment tu es aimé. Ok, merci Fedellini. Et sinon, j'ai Venom Snake 12 qui demandait si vous aviez des projets en cours de production ou pas encore de votre côté. Pour l'instant, on a des projets, on a plein de projets, on en a depuis avant qu'on fasse ce projet-là. Et puis, on voudrait bien aussi, si c'est possible, écrire quelque chose encore avec Franklin, parce qu'on a vraiment bien aimé
Ouais. J'ai cet univers et il y a beaucoup de gens après avoir vu le film qui nous aient remarqué aussi, du coup. Ouais, on aimerait bien faire un long métrage. Ouais, pourquoi pas. Et, tous les deux, et voilà. Puis voilà. Développer l'univers de Franklin surtout, tout ce qui nous intéresse. Ok. Et justement, parce que là, avant, tu avais un peu le soutien de ton école. Est-ce que tu sens que le fait de plus avoir ce soutien, alors ce que j'entends par soutien, c'était la possibilité de leur piquer peut-être des caméras ou des trucs du genre, quoi. Mais est-ce que du coup tu sens que maintenant tu es un peu coincé dans tes projets du fait d'être de nouveau livré à toi-même, ou est-ce que c'est plus une manque de temps pour le moment qui fait que tu t'es pas relancé déjà? Bah, un soutien. Bon, après, j'ai pas dit le nom de l'école, donc elle était bien, hein, mais niveau soutien, bon, c'était pas non plus. C'est toutes les écoles d'audiovisuel, hein, j'ai bien peur que ce soit. Bon, on avait du matos, et encore, moi, j'avais pas énormément de matos. En fait, le film, on devait le faire. C'était vraiment de l'autonomie, en fait. Et on devait le faire en été. Il n'y avait pas énormément de matos pour tout le monde dans la classe. Du coup, en fait, on se passait le matériel. Moi, je l'ai tourné mi-août. Après tout le monde, et du coup j'avais presque plus rien en fait. j'avais deux lumières, une caméra, pas une caméra non plus, voilà. Le film, comme je l'ai dit, en fait, on a autofinancé, vraiment, on a sorti de nos poches tout l'argent pour acheter tout le reste et tout ça. Et l'école était fermée en plus quand on a tourné le court-métrage, donc vraiment on était pas de souci. On avait vraiment que le matos en fait de l'école, et encore. Ouais, mais après on a quand même eu du matos. Oui, on a quand même eu du matos dans tous les cas, mais. Donc là maintenant. Ouais. Le fait de ne plus avoir de matériel à disposition, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu frustrant, quoi, parce que du coup on a fait un step-up avec ce film. Ouais. Et du coup là de revenir avec ce qu'on avait avant, on veut pas faire ça, donc on essaie de voir si on peut financer nous-mêmes du coup pour avoir des bonnes caméras et tout ça pour évoluer encore plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est encourageant, mais à la fois frustrant, quoi. Alors je me rappelle plus du nom de l'association particulier, mais j'essaierai de vous retrouver ça il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Non, il me semble que c'était il y a 2 semaines. J'ai une participante qui est passée qui a dit qu'elle avait un réseau sur Paris de gens qui ont envie de faire des films et qui se prêtent un peu le matériel entre eux et qui se prêtent les équipes. Ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est sympa. N'hésitez pas à me renvoyer un mail que je regarde pour tout ça. Okay. Mais voilà, il me semble qu'il y a ce truc-là qui existe. Ok, c'est cool, merci. Voilà, j'en arrive donc aux 2 questions que j'aime bien poser. Fallait bien qu'elles arrivent un jour ou l'autre. Mais là, en plus, vous êtes 2, donc je tiens à avoir 2 réponses différentes. Et quelle est pour vous votre plus grande fierté par rapport à ce film? Alors, ma plus grande fierté, moi, c'est de l'avoir fait avec eux finalement, parce que on n'était pas une grosse équipe. Genre, il y avait moi, Axel du coup, qui était non seulement acteur, mais du coup les scènes où il jouait pas, il faisait le décor, le script. J'avais une électro qui m'aidait un petit peu à l'image aussi, pour image un jour, et un ingé son, c'est tout. C'était vraiment, il y a des fois où voilà, je faisais la caméra et ensuite je devais faire les lumières et autre chose et tout, et vraiment c'était très compliqué de ce côté-là. Et du coup ma fierté, c'est d'avoir réussi avec peu à faire un truc qui se tient, et avec peu de défauts techniques, je pense, et d'avoir réussi jusqu'au bout, même au montage, où quand j'ai commencé le montage, je me suis dit oula, qu'est-ce que je me suis dit à faire tout un film en incrustation, et au final j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc c'est ma plus grosse fierté. Ok. Et toi du coup, Axel? Moi, ma plus grande fierté, c'est lui. C'est Abel. Bah ouais, c'est vrai, non, mais c'est trop bien parce que du coup, moi j'ai suivi tout le processus de son idée dans la tête à l'écriture, au tournage et au montage et tout. Et du coup, moi je suis vraiment fier de lui parce que vraiment, arriver à faire un film comme ça, moi je l'adore ce film, je trouve. Et ouais, je suis vraiment fier de lui et c'est trop bien, quoi, c'est super. Bravo Abel de et ouais, sinon après au niveau perso, moi je suis fier d'avoir pu incarner un personnage et de me sentir à l'aise dans le rôle parce que c'est pas toujours facile. Et vraiment, quand j'incarnais Franklin, j'étais pas stressé du tout, j'étais vraiment dans le personnage et du coup je suis content parce que j'ai réussi à faire ça.
quelqu'un d'assez stressé de base, donc là franchement j'étais à l'aise et j'étais en confiance parce que le réal c'est mon meilleur pote, donc ça va. Mais ouais, c'était vraiment cool quoi. Ok, très bien. Et j'en profite aussi. Alors, avant que je vous pose la deuxième question, je vais venir sur des déclarations que dit Venom Snake dans le chat. Tout d'abord, il a dit, est-ce que vous avez pensé à faire potentiellement une cagnotte en ligne pour le financement de votre film sur Franck? On y a pensé. Après, moi quelqu'un... Il est pas trop... Moi, je suis totalement... J'aime pas demander du tout aux gens, en fait. J'aime rien demander à... Du coup, ça me gêne, en fait. Mais on y a pensé, ouais. Ouais, on y a pensé, mais vraiment... un vrai projet et prouver que ça va marcher et que voilà il y a des trucs derrière, c'est pas genre simplement demander de l'argent pour demander de l'argent, c'est vraiment construire un vrai truc et se dire que le matériel qu'on va avoir pour ce film avec l'argent qu'on récolte, il nous servira après aussi pour d'autres films qu'on fera, donc c'est vraiment penser sur la durée et promettre quelque chose qu'on va faire quoi. Ok. Et une autre question venant du même téléspectateur, du fait que vous n'ayez pas de permis, comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ce qui est décor, transport de matériel et compagnie? Oui, j'allais dire, dans l'équipe technique, on a eu un régisseur aussi, qui était un régisseur incroyable, ouais. Un super ami qui s'appelle Antoine, qui avait sa voiture, qui n'était même pas, en plus, c'était une petite voiture, vraiment baisser tous les sièges et tout, même ça fait partie d'un des inconvénients qu'on a eu sur le tournage, mais il nous a quand même, il a été très crucial parce qu'on n'aurait pas pu en fait tout simplement sans lui. Merci Antoine. Merci Antoine de nous avoir transporteurs. Et du coup, par contre, là, j'en arrive à la deuxième partie de la question. Est-ce que, à l'inverse, selon vous, est-ce qu'il y a un défaut sur votre film, quelque chose que vous auriez aimé faire différemment si vous aviez pu? Moi, je vois deux gros défauts, mais je vais pas les dire. Parce que... non, il y a deux défauts dans le film. J'ai vu le commentaire de... Il n'y a pas de... Il y a pas de... Dans le... Ça, je m'en suis assuré, vraiment. Il y a un reflet de lumière. Ça, je peux le dévoiler. Il y a un reflet de lumière, mais il n'y a pas de reflet de caméraman, parce que le caméraman, en fait, on filme avec un objectif 160, je sais plus à combien de millimètres il était. Du coup, il était loin, le caméraman. Il n'était pas du tout proche. Ouais. Et du coup, c'est impossible qu'on voit le caméraman. Mais on voit un petit bout de lumière. Le plus gros défaut, moi ce que j'aimerais refaire, ce serait, si j'ai la possibilité de refaire, c'est avec une grosse équipe, parce que ça m'aurait permis de plus me concentrer sur la réalisation et de moins penser à d'autres choses, parce que je faisais aussi la régie où par exemple le soir je rentrais avec les batteries à charger et je faisais la nourriture, et le matin je prenais toutes les batteries, toute la nourriture le matin dans les transports. C'était vraiment très compliqué en fait, j'avais pas l'esprit focalisé à un seul endroit, du coup c'était un peu stressant, et je trouve que le début est un peu mal rythmé, un peu chiant, moi je trouve. Et, ce que je voulais faire, c'était ressentir l'ennui en fait, filmer l'ennui, vraiment qu'on voit qu'Alizé s'ennuie dans sa vie. Donc en fait j'imagine des plans très lents et tout ça, mais je trouve que c'est pas vraiment réussi, et j'ai pas eu le temps de le penser jusqu'au bout. C'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Du coup en fait c'était à refaire, ça aurait été de prendre une grosse équipe et me concentrer pour tenter ces choses-là, genre réaliser l'ennui. C'est un truc que j'ai jamais fait, et je trouve que je l'ai pas bien fait du coup. Voilà. Ok. Moi, je sais pas, parce que c'est pas mon film, mais je sais pas. Peut-être que la scène coupée, du coup, ça aurait été cool si on avait pu la refaire. La scène du coup de rupture, ça aurait été cool qu'on ait pu la refaire avec beaucoup de temps, parce qu'en fait, c'est la scène qu'on a tournée en premier. Et il y avait beaucoup de stress chez tout le monde. Et en plus, on était en équipe très réduite à ce moment-là. 4. Donc du coup vraiment la scène elle marchait pas, donc on l'a coupée. Donc c'est vraiment ça le je pense, ça aurait été vraiment de refaire cette scène. Et puis aussi le cadre, la peinture qui tombe pas, ouais, on est propre. ça aurait été super bien. Mais sinon après c'est deux seules choses qu'on a faire. Ok, très bien. Merci en tout cas d'avoir proposé votre film, parce que c'est cool. Et puis si je me rappelle bien, elle est sortie il y a très peu de temps en ligne. Genre vous l'avez sortie en novembre, le 11 novembre. Donc c'était une semi-avant-première. C'est ça, exactement.
Ok, et bah très bien, donc je me dois quand même de vous poser la question, si vous acceptez que je retransmette cet entretien en ligne. Oui, Bien sûr, bien sûr. pas de souci. Bah, c'est super. Bah, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette soirée. Merci. Bah, merci. Bah, n'hésitez pas à repasser si jamais vous arrivez à faire d'autres projets à l'avenir, je pense que ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, c'est super. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ouais, merci Bah, Axel. Avec grand plaisir. Et puis bah à bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Salut. Et voici qui conclut cette soirée. Alors navré pour les petits problèmes de connexion, problèmes techniques et tout, c'est les aléas du direct, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Si vous avez des remarques, parce que ça arrive, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé de cette soirée. En vrai, ça peut toujours m'aider. Autre chose, si jamais vous avez sens critique, vous pouvez également aller faire vos remarques directement en ligne sur le lien que je viens de vous partager. On peut revoir la rediffusion à la fin du live. Alors non, la rediffusion, ce sera demain à 11h sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il faut que je coupe les films, parce que je n'ai pas le droit de rediffuser en fait les films que vous avez vus. Enfin, techniquement, je pourrais demander le droit, mais je me refuse de le faire parce que ce sont des films qui appartiennent à leurs créateurs et qui ne m'appartiennent pas à moi. Donc, je refuse de rediffuser en fait leurs films. Mais demain, à partir de 11h, normalement, il y aura la rediffusion du live sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais pas de souci, You6. Mais merci à tous hein, d'ailleurs d'être passés ce soir. Merci d'avoir posé des questions, de vous être intéressés. Ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai que moi j'ai des questions de mon côté, mais je peux pas forcément avoir en tête toutes les questions du monde. Donc c'est bien d'en avoir de nouvelles. Donc merci à vous. Et bonne soirée à Data Live qui s'en va. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée et je vous fais des bisous et à la prochaine.